Une question qui peut paraître surannée parce qu'elle est peut-être moins sous les feux de l'actualité, mais une question sensible dans une société qui voit actuellement s'exacerber les conflits de mémoire. Et l'histoire envisagée dans cet exposé, ce ne sera pas seulement celle écrite par les historiens, ce sera celle des essayistes, des hommes politiques, des journalistes, des témoins, entendue toujours comme une discipline aspirant à la rigueur méthodologique et pétrie du souci d'approcher la vérité. Et même dans le strict respect de cette méthode, l'analyse historique n'en demeure pas moins plurielle, car elle est le reflet de la pluralité de positionnements et de présupposés. Alors, dans ce contexte, certaines opinions sur des événements passés sont de nature à heurter la sensibilité des protagonistes de l'histoire, de leurs proches, de leurs descendants. Certaines lectures du passé sont vécues par tout ou partie du corps social ou par ses dirigeants comme de nature à troubler l'ordre public. La question est toujours la même. Faut-il les museler? Faut-il n'en accepter qu'une expression différée? Et dans ce cas, dans quelle temporalité? Vous le savez, la question des droits de l'histoire a été magistralement prise en compte par le législateur en 1881 avec l'incrimination de diffamation envers la mémoire des morts, puisque le rapporteur Pelletan évoquait une disposition qui donne à la fois satisfaction au respect qu'on doit à la famille et à celui qui est dû à l'histoire. Et ce souci d'une liberté à accorder aux travaux historiques a imprégné tous les autres champs du droit de la presse au cours du XXe siècle, y compris pour des récits qui mettent en cause les vivants. Je songe évidemment à la qualification du délit de diffamation et à la distinction entre l'allégation de faits précis et la manifestation d'une opinion en matière historique, et vous savez combien le contentieux est abondant en la matière, aux réflexions doctrinales sur la portée du délit d'apologie de crime, qui nourrissent une grande réflexion sur le questionnement historique et plus largement au contentieux sur le droit à la vie privée. Mais plus encore, depuis 2010, une grande actualité jurisprudentielle a marqué donc ces années du sceau des droits de l'histoire, et j'évoquerai 3 registres principalement. En premier lieu, le rejet de certaines lois mémorielles et partant le rejet d'une forme d'opinion officielle sur l'histoire. En deuxième lieu, la facilitation de l'exception de vérité en matière de diffamation qui finalement vaut comme autant de crédit apporté à une opinion scientifique sur l'histoire. Et enfin, l'affirmation de la liberté de la polémique historique qui est la consécration de la place accordée à une opinion même dissidente, entre guillemets, sur l'histoire. Alors, premier point, je ne sais pas si j'arriverai au troisième. Si vous allez vite, en courant, opinion officielle. Alors, vous savez qu'en 2012, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, et que cette proposition de loi avait réveillé le débat sur les lois mémorielles. Et vous savez combien les motifs d'hostilité à ces lois furent variés, puisque les motifs émanaient de milieux très différents. Du point de vue des historiens, était déplorée l'écriture d'une histoire ou d'une vérité officielle, le risque d'atteinte à la liberté de la recherche et la confusion entre mémoire et histoire. Du côté des politiques, on contestait souvent leur démarche purement électoraliste et leur opportunité, puisque ça pouvait être analysé comme une forme d'ingérence dans la politique de pays étrangers, source de crise diplomatique. Et enfin, au plan juridique, la synthèse de tous ces reproches avait été consignée dans un rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale qui s'intitulait « Rassembler la nation autour d'une mémoire partagée », qui avait conclu en 2008 que le rôle du Parlement n'était pas d'adopter des lois qualifiant ou portant une appréciation sur des faits historiques. Alors c'est dans ce contexte très polémique qu'est intervenu le Conseil constitutionnel en 2012, qui, censurant cette loi, l'a examinée tant au regard de sa normativité qu'au regard de sa possible atteinte à la liberté d'expression. Sur la normativité, je passerai très vite. Simplement, le Conseil rappelle que, sous réserve de dispositions particulières, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être vêtue d'une portée normative. Et il en conclut qu'une disposition législative ayant pour objet de reconnaître un crime de génocide ne saurait en elle-même être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Mais c'est en fait sur le terrain de la liberté d'expression que le Conseil a censuré le dispositif. Et pour déclarer contraire à la Constitution l'article 1er de la loi, il affirme qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crime qu'il aurait lui-même reconnu
et qualifiée comme telle, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devant être nécessaires, adaptées, proportionnées à l'objectif poursuivi. Donc il est certain, et le débat est très, très ardu, que la pénalisation de toute forme de négationnisme bouscule la cohérence du droit de la presse dans la fragile frontière tracée entre les opinions et les propos constitutifs d'une infraction de presse, puisqu'on est sur le registre de la dénégation. La ligne blanche, pour certains auteurs, a été dépassée par la loi Guessot, car, à mon sens, l'incrimination ne mettait pas suffisamment en valeur la faute de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Et la ligne a clairement été franchie en 2012 par la reconnaissance du crime, cette fois-ci législative. Et c'est là que le spectre du délit d'opinion était plus évident pour le Conseil, parce que l'événement historique avait été qualifié de crime par une loi et non pas par un tribunal. Alors, deuxième point, l'opinion scientifique et la facilitation de l'exception de vérité. Une deuxième forme de facilitation du discours historique est survenue à l'occasion de QPC en matière de diffamation, avec les 2 censures constitutionnelles des limitations à cette exception. En 2011, on libère temporellement l'exception de vérité et en 2013, on rend possible l'évocation du passé pénal. Alors, sur la libération temporelle, vous le savez, l'exception de vérité avait été repensée en 1944 et elle avait été élargie aux diffamations envers les particuliers, tout en la limitant à un délai de 10 ans. Il s'agissait de préserver la paix sociale en évitant de voir condamner pour diffamation des citoyens ayant évoqué des actes de collaboration commis par des particuliers. Une partie de la doctrine a déploré le handicap que cela infligeait à la recherche historique, a plaidé en faveur de la libération de cette exception, et de fait, le tournant est marqué en 2006 dans l'affaire Mamère, puisque la CEDH affirme que lorsqu'il s'agit d'événements qui s'inscrivent dans l'histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu'au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses. À la suite de cet arrêt, le TGI de Paris refuse en 2007 de déclarer irrecevable l'offre de preuves signifiée par Robert Badinter pour avoir déclaré « J'ai fait condamner Forisson pour être un faussaire de l'histoire ». La même année, le Conseil de l'Europe invite en particulier la France à amender ou à abroger l'article 35 de sa loi. Et c'est finalement le Conseil constitutionnel qui, en 2011, déclare l'alinéa 5 de l'article 35 contraire à la Constitution. Il reconnaît que la restriction poursuit un objectif d'intérêt général de recherche de la paix sociale, mais il considère qu'une telle interdiction vise sans distinction, dès lors qu'il se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques, ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général, et que par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Alors, cette analyse a à ma faveur, parce qu'il me semble qu'en matière de diffamation, je l'ai beaucoup écrit, l'offre de preuves n'empiète pas sur la vérité historique, elle ne restitue qu'une vérité judiciaire, une question de droit qui porte sur la véracité de faits précisément allégués. Alors, même phénomène du côté de l'autre exception de l'article 35, qui était l'interdiction d'évoquer certains éléments du passé pénal. Cette interdiction n'empêchait pas la personne d'exciper de sa bonne foi, et la bonne foi était reconnue avec compréhension à l'historien et aux journalistes. Et ce filtre me paraissait important parce qu'il permettait de faire le tri entre les évocations du passé pénal de pure malveillance et celles qui contribuaient au débat d'intérêt général, et notamment en matière historique. Alors, la censure constitutionnelle de 2013 a, avec les mêmes attendus, fait sauter ce verrou de protection. Contrairement à la première censure, il me semble, mais c'est très personnel, qu'elle appelle un rééquilibrage du dispositif, lequel pourrait être renforcé, selon moi, en limitant cette faculté de preuve aux seules affirmations énoncées dans un but d'information et d'histoire. Il me semble que la solution, je l'ai écrit, est soufflée par le Conseil constitutionnel, qui dit que c'est par son caractère général et absolu
que l'interdiction porte une atteinte non proportionnée. Autrement dit, la généralité de l'interdiction la rend critiquable. Le débat est ouvert, mais il me semble qu'il mérite d'être poursuivi parce qu'on, notamment à l'heure de l'Internet, il me semble que ça permettrait de ne pas cautionner sur le passé judiciaire la diffamation gratuite de la part de citoyens justiciers dont les effets délétères sont amplifiés par les possibilités d'accès et de diffusion de l'information sur le net. Troisième point, je vais peut-être parvenir à tenir le temps, l'opinion dissidente. Vous avez 4 minutes. 4 minutes, voilà, c'est bon. Et l'affirmation de la liberté de la polémique historique. Là, cette troisième ouverture pour les droits de l'histoire, elle est proposée dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 à propos de l'ouvrage de Robert Ebras intitulé « Oradour-sur-Glane », le drame heure par heure. Vous savez, et c'est important parce que ça laisse beaucoup de questions en suspens, que c'est sur le fondement de l'article 1382, et non pas la loi de 81, que la Cour de Colmar avait considéré que Robert Ebras avait outrepassé les limites de la liberté d'expression en mettant en doute, dans sa version d'origine, le caractère forcé et non volontaire de l'incorporation de jeunes Alsaciens dans les unités allemandes des Waffen-SS. Alors, c'est au visa, cette fois-ci, de l'article 10 de la Convention européenne que la Cour de cassation casse l'arrêt au motif, et vraiment il faut méditer, reméditer, re-reméditer cet attendu, quand les propos litigieux, s'ils ont pu heurter, choquer ou inquiéter des associations demanderesses, ne faisaient qu'exprimer un doute sur une question historique objet de polémique, de sorte qu'il ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression. Donc la Cour d'appel a violé cet article. Alors la Cour assume une position résolument favorable au droit de l'histoire. Je mets de côté, parce que je n'ai pas le temps, les observations que ça appelle sur la forme dubitative, parce que vous le savez, en matière de diffamation et en matière de négationnisme, le mode rhétorique dubitatif n'empêche pas, évidemment, l'infraction d'exister. Simplement, ce qui est important dans cet arrêt, c'est que la Cour conforte une tendance jurisprudentielle à deux facettes. La première, vous la connaissez, on a toujours admis toute expression d'une opinion en matière historique hors allégation de faits précis. Je n'y reviendrai pas. Deuxième tendance, là, qui est plus délicate, c'est que finalement, on a l'impression que la Cour de casse accepte un temps venu de la libre polémique historique et accepte une controverse qu'il est de plus en plus facile d'accepter au fur et à mesure de l'écoulement du temps. C'était quelque chose qui a été extrêmement balisé par la Cour européenne, là encore, puisque je vous renvoie, je n'ai pas le temps de le lire, à l'affaire Leuil de 1998. On évoquait déjà cet effort que l'on devait fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire 40 ans après les faits litigieux. Même raisonnement en 2009 dans l'affaire Ossarès. Et en droit interne, vous avez les mêmes raisonnements parallèlement sur une historicité du débat qui permettrait une moindre caractérisation de la faute en matière de diffamation ou sur le champ de la responsabilité civile. Alors là, pour conclure, là, avec l'affaire Oradour, l'intérêt de l'arrêt, c'est que l'effet de recul temporel prend une dimension générale, puisque l'arrêt est rendu au visa de l'article 10, et que ça concerne tout abus de la liberté d'expression. La Cour, je le redis, ne retient pas d'abus dans le fait d'exprimer un doute sur une question historique. Autrement dit, alors c'est moi qui le souligne, peut-être que mon interprétation est totalement à côté de la plaque. Autrement dit, selon moi, sur une question devenue historique, passé un certain laps de temps. Et il me semble que la référence à une polémique sur une question entre guillemets historique devrait permettre d'éviter des mises en doute intempestives et malveillantes, dépourvues de fondements scientifiques. Vous voyez que derrière là, j'ai toujours cette crainte que l'on ne puisse pas, avec cet arrêt, bannir des propos négationnistes ou révisionnistes, alors qu'il me semble évidemment, en lisant cet arrêt de cette façon-là, on va bannir de ce type de propos, qu'ils tombent sous le coup de la loi pénale ou de la loi civile. Donc je pense que l'essentiel, nous sommes maintenant, je dirais, au milieu du gué. Il convient désormais tous de s'accorder, et je sais combien il est difficile dans ce genre d'assemblée de s'accorder sur la temporalité qui permettrait de hisser au rang de questions historiques
une question qui bénéficierait, c'est important parce que ça n'a jamais été lu comme ça, qui bénéficierait d'une immunité juridique de principe. Voilà, je pense avoir presque tenu le temps. Bravo. Je voudrais dire donc qu'il me semble que de grandes avancées ont été pratiquées depuis 2010 sur les droits de l'histoire. C'est assez impressionnant et émouvant même, parce que j'aime cette problématique, et qu'il reste à les mettre en application, ces principes, avec discernement, dans, il me semble, 2 questions importantes, dans une temporalité raisonnée, et ça, je fais confiance à la sagesse des juges pour apprécier cette temporalité, et selon un questionnement intellectuellement honnête, pour ne pas admettre n'importe quelle polémique sur une question historique.